Bonjour à tous, bienvenue donc dans ces premières journées organisées par la Fédération Biogé. On peut dire, je pense que c'est un moment historique puisque ce sont les premières journées sur le thème sur le thème donc de la nature en ville. La nature en ville, vous êtes nombreux à le savoir ici, mais vous allez apprendre énormément de choses durant ces journées. C'est beaucoup plus qu'un décor. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait un minimum vital de 10 mètres carrés d'espace vert par habitant à environ 10 minutes de marche pour être en bonne santé. La nature, encore faut-il s'entendre sur ce que ce thème recouvre, est une alliée précieuse à l'heure où plus de la moitié de la population mondiale vit en ville, des villes qui émettent les 2 tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc tout cela est évidemment lié, nous allons en parler aussi. Et donc, à l'heure où ces défis, notamment le changement climatique, conditionnent tous les autres, il y a de nouveaux verbes qui apparaissent, comme renaturer, débitumer. Nous allons en parler. Et après ces journées, je pense que vous ne marcherez plus dans Rouen ou dans vos villes respectives comme avant. Alors, pour ouvrir ces journées, je cède tout de suite la parole à Nicolas Maillard-Rossignol, qui est le maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie, et à Marc-André Sellos, donc biologiste, professeur au Muséum d'histoire naturelle et fondateur de Biogé. Je ne sais pas s'il faut encore vous présenter, Marc-André. La scène est à vous, messieurs, pour introduire cette journée. Bonjour à toutes et tous. Ça va, vous m'entendez? Oui, c'est bon, tout est bon. Eh bien, bienvenue à Rouen, pour celles et ceux qui ne seraient pas rouennais. Bienvenue à toutes et tous dans cette halle aux toiles. Alors, je commence par cela parce qu'on a fermé les rideaux, donc vous ne voyez pas autour. Mais si vous êtes arrivé à pied ou si vous êtes baladé un tout petit peu, vous avez peut-être vu que juste là, il y a un énorme parking à l'ancienne, avec plein de bagnoles. J'ai rien contre les bagnoles, hein. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que cette place, elle mérite mieux, puisqu'on est entre un bâtiment magnifique, la Halle aux Toiles, et un autre bâtiment encore plus magnifique, peut-être, qui est évidemment la cathédrale de Rouen, que tout le monde connaît normalement. Eh bien, figurez-vous que juste là, sur ce parking, on ne va pas supprimer tout le parking, il y a un parking en dessous. Par contre, sur toute la surface et un peu dans le sol quand même aussi, on va en faire un grand jardin, un grand parc. C'est Jean-Michel Bérégovoy qui est là, qui est mon adjoint pour tout ce qui est résilience, qui s'en occupe avec les équipes. Voilà, c'est juste à titre anecdotique, mais c'est pour commencer le propos, pour vous illustrer que quand on parle du festival naturellement, on pourrait rajouter un E. C'est le E de éviter, dans éviter, réduire, compenser. C'est aussi le E de nature réellement, c'est-à-dire vraiment. Maintenant, on est dans les actes. C'est juste une petite chose, ça ne va pas changer la face du monde, mais c'est un des éléments de notre plan de renaturation qui est vraiment une des priorités. Et littéralement, pour celles et ceux qui ont suivi la campagne de 2020 sur les élections municipales, on peut dire très honnêtement que c'était au cœur du débat et des attentes de nos concitoyens que de renaturer la ville de Rouen. Alors, moi, je voulais commencer par dire une chose peut-être très très simple, mais qui pour moi est fondamentale, c'est qu'on n'est pas sur une politique de surface. On n'est pas sur un enjeu comment dire, secondaire, cosmétique, comment dire, quand on a le temps. Pas du tout. On est sur une politique qui est absolument essentielle. Et je prends le terme à dessein. Essentielle. Qui est déterminante en tant qu'elle détermine nos conditions de vie, là où vivent, ça a été rappelé, la plupart de nos concitoyens dans nos sociétés, c'est-à-dire la ville. Donc c'est pas un truc à la marge, quoi. Et en plus, c'est une politique qui est consubstantielle à peu près à toutes les autres. Et je vais revenir sur ce point-là, notamment sur les dimensions d'éducation, d'émancipation et même culturelle. J'essaierai de développer ce point-là. Donc c'est absolument fondamental et comme je le disais, on a été élu pour ça. Donc on fait juste ce qu'on a dit qu'on ferait. Si vous avez repris les premières décisions qu'on a prises en matière écologique de manière large, en matière de biodiversité, en matière de nature en ville et de protection de la biodiversité, la première décision qu'on a prise ici, c'était en l'occurrence au niveau de l'agglomération, mais c'était clairement un choix politique de notre majorité, et en particulier municipale, c'était de préserver une forêt de 60 hectares, en l'occurrence la forêt du Madrier. C'est la première décision qu'on a prise. La deuxième, peut-être plus importante qu'on a prise, c'était d'arrêter, pour notre part, on verra bien ce que l'État fait,
le financement d'un contournement routier. Ça représente 500 hectares, etc., etc. La troisième décision qu'on a prise, là c'est au niveau municipal, c'était d'allouer 12 millions d'euros pour un programme de renaturation. Sur le budget d'une ville comme la ville de Rouen, je peux vous assurer qu'on n'a jamais fait ça. Et je ne suis pas sûr que beaucoup de villes, sans aucune prétention, mais soient à ce niveau. Donc c'est absolument essentiel, c'est mon premier point. Le deuxième point, qui est fondamental aussi pour moi, c'est qu'on n'y arrivera pas tout seul. C'est totalement clair, la puissance publique a son rôle en tant que porteuse de vision. Où est-ce qu'on veut aller pour notre société locale, hein, on n'a évidemment pas tous les leviers. L'âge de la retraite, j'y peux rien, etc., etc. Mais quand même, on doit imprimer et dire à nos concitoyens où on veut aller, où Rouen veut aller, où les villes veulent aller. Ça, c'est probablement un des rôles premiers de la puissance publique, mais ce n'est pas du tout suffisant. Et en termes de moyens et en termes d'engagement, la puissance publique à elle seule ne peut pas tout, selon la formule célèbre, mais n'est de toute façon pas suffisante. Et ça serait même un drame si elle faisait tout toute seule. On a besoin des citoyens, des associations, des collectifs, des entreprises, de tout le monde en réalité. Sinon, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas ni pour décarboner, ni pour préserver, valoriser la biodiversité. Un exemple à titre vraiment juste anecdotique et qui n'est pas spécifique à Rouen, renaturer la ville, c'est aussi permettre à nos concitoyens de gérer des composts dans les parcs, et on met en place des composteurs dans les parcs, dans Rouen. Mais si les citoyens s'en emparent pas, ça devient juste un nid à rats, et au bout de 6 mois, ça marche plus. De déchausser sur le trottoir pour planter, c'est super, mais il faut évidemment que les citoyens s'en emparent également, etc., etc. Quand nos entreprises financent la mise en place de filets sur les exutoires, sur la Seine, pour retenir les déchets et puis pour montrer, je vais y revenir aussi, aux gens ce que ça veut dire en réalité, la pollution sur la Seine, il faut que les entreprises s'impliquent, etc., etc. Donc c'est mon deuxième message et c'est vraiment un appel à toutes celles et ceux, évidemment là je prêche plutôt des convertis, de s'impliquer, de s'engager. Et c'est maintenant, parce qu'en réalité, le temps nous est compté. Si on prend juste un chiffre, 2030, on doit avoir réduit nos émissions de 55, Benoît, c'est ça? Bon, on est en 2022, 55 divisé par 8, bon, normalement, c'est pas linéaire, mais peu importe. Ça fait 7% par an. On n'y arrivera pas. Ou alors, on ment à tout le monde, quoi. Ou alors, il faut vraiment prendre des mesures extrêmement fortes. Et la renaturation est au cœur de ça. Donc, on a besoin de tout le monde pour avoir un vrai effet de levier, pour être vraiment à l'échelle. Et ça rejoint mon premier point. Si on n'est pas à l'échelle, alors on ne peut pas dire que c'est une politique essentielle. Ou alors on fait du saupoudrage, on fait juste la place de la Haute Vieille Tour. Et on fait une jolie com, et un joli communiqué de presse, et ça trompe personne en réalité, et surtout pas le réel. Le troisième message, et je vais aller un tout petit peu plus loin et plus proche de ce qu'on a voulu faire avec Marc-André et avec la Fédération Biogé, c'est que, comme je disais au départ, c'est une politique qui est une politique systémique ou holistique, qui se retrouve dans les autres politiques et qui doit être consubstantielle aux autres politiques. Donc, aussi en matière d'éducation et d'émancipation. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, sans rentrer dans les détails personnels, il se trouve que j'ai fait une partie de mes études sous la férule amicale, bienveillante et néanmoins rigoureuse de M. Sellos. J'ai des dossiers que j'ai d'ailleurs ramenés ici, mais je ne les montrerai qu'à des âmes bien nées et bienveillantes également. Après tout, il y a prescription, hein, Marc-André, mais je crois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas juste une question d'éducation au sens où souvent, malheureusement, on l'entend en France, c'est-à-dire pour les enfants et pour les plus jeunes. Comme quand on nous apprenait, moi à mon époque, on nous apprenait ça, qu'on avait un paquet de neurones au début, puis qu'ensuite c'était qu'une lente décadence tout au long de la vie. Non, l'éducation et l'émancipation, c'est tout au long de la vie. Et ce qui me frappe, c'est que si on veut comprendre ce monde, si on veut effectivement le changer pour le rendre plus soutenable, plus acceptable, plus désirable, plus agréable, et en particulier dans les villes, on pense aux îlots de chaleur, on pense, bref, vous connaissez tout ça mieux que moi, on ne peut pas faire ça si on ne le comprend pas dans ses mécanismes. On l'a bien vu sur, je prends un exemple volontairement un peu différent des questions de biodiversité spécifiquement ou de nature en ville, sur la pandémie. Comment on peut parler de pandémie si on ne sait pas ce que c'est que l'ADN ou l'ARN messager?
ou un vaccin. Et on a bien vu d'ailleurs les ravages de ce que causait la méconnaissance de ce que c'est que l'ADN ou l'ARN messager dans les débats sur la pandémie. La science, non pas comme imposition ou humiliation d'une pensée unique, mais comme instrument d'un débat éduqué, au sens anglais du terme. Et ça, c'est fondamental. Et on n'y est pas, du tout. Donc, les collectivités, là encore, elles n'ont pas tous les leviers. Hein. On n'est pas l'éducation nationale, bon, on n'est pas le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On verra bien qui s'en occupera. Ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, d'ailleurs. Mais, si vous me permettez cette petite parenthèse politique, je la referme. Mais, en tout cas, on peut prendre notre part. Après tout, on s'occupe d'écoles. Après tout, on s'occupe de la ville. Et puis, tout simplement, la ville est à toutes et tous. Et donc, ces moments, pour moi, aujourd'hui, on est dans un moment d'éducation populaire et d'émancipation populaire, pour mieux comprendre notre monde, pour mieux l'appréhender, pour mieux nous l'approprier. Et ça, c'est réservé à tous, quels que soient nos âges, nos conditions sociales, etc. Alors, évidemment, il faut bien commencer quelque part. Et donc, moi, j'assume absolument, complètement, le côté expérimental de la chose, et je suis extrêmement fier qu'on le fasse ici à Rouen. Je suis extrêmement fier qu'on le fasse ici à Rouen parce qu'il se trouve qu'en plus, historiquement, l'agglomération rouennaise, elle n'est pas la seule, mais sur la vallée de Seine, c'est quand même plutôt un territoire industriel, c'est quand même plutôt un territoire marqué par des enjeux de pollution, le Lubrizol, etc. C'est quand même plutôt un territoire où les conditions d'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur à la recherche sont en proportion, en moyenne, statistiquement, moins favorables que dans d'autres territoires. Raison de plus pour mettre l'accent ici, sur ces sujets-là. Raison de plus, après Lubrizol, pour mettre l'accent sur la renaturation et sur la question écologique. Raison de plus, si on a moins d'étudiants post-bac à Rouen, pour mettre l'accent sur l'éducation pour tout le monde à Rouen. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est important que des moyens publics, en l'occurrence, soient dédiés, pas que publics, mais notamment à cela. Et bien sûr, on n'a pas la compétence, même si on a recruté un petit peu à la ville de Rouen. On a maintenant une écologue, voilà. Mais c'est évidemment sans commune mesure avec ceux qui savent, c'est-à-dire les enseignants, les chercheurs. Et cette dimension des sachants accessibles, Marc-André, c'est un peu, pour moi, l'éducation de l'environnement, ou l'éducation à l'environnement, ce que Jean Vilar a été au théâtre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire le côté populaire, sans compromettre sur l'exigence. Voilà. Dernier message, et je m'arrête là. Tout ça, j'ai essayé de le dire, est complètement holistique et complètement intégré, y compris jusque dans des dimensions que peut-être on n'intuite pas ou on ne soupçonne pas spontanément. Et je veux parler de la dimension culturelle, parce qu'il y a une énorme poésie à tout ça. La nature, elle est pour moi en tout cas, elle est spontanément, je dirais, ontologiquement presque poétique. Et il serait terrible de ramener notre sujet soit à de l'angoisse, on va tous mourir parce qu'on aura tous trop chaud, soit à une forme d'aridité technique, quoi. Le cycle de Krebs ou de Calvin, pour ceux qui connaissent, c'est passionnant, mais ça ne fait pas rêver tout le monde. Alors qu'en réalité, ce qui est intéressant, et en particulier quand on est dans des territoires, comme je disais, marqués par l'histoire de l'après-guerre, de la reconstruction, des Trente Glorieuses, très carbonées, comme Rouen, et ben, ce qui est intéressant, c'est de sublimer cette aridité et cette angoisse à travers la nature, et donc la culture. Rouen est candidate avec toute la vallée de Seine, de Giverny jusqu'au Havre. Toute la vallée de Seine normande pour être capitale européenne de la culture en 2028. On n'est pas les seuls, il y a d'autres candidatures qui sont excellentes, mais on va gagner quand même. Et je pense qu'on va gagner notamment parce qu'on a un positionnement, parce qu'on a un fil rouge, qui est plutôt un fil vert en l'occurrence, qui est justement celui-ci, c'est-à-dire de positionner la culture avec toutes ses dimensions, y compris du savoir-faire, de la culture scientifique, de la compréhension du monde, comme un instrument de réconciliation entre l'humain, la nature, la science, l'industrie, la technologie. Et si on y réfléchit, on est complètement au cœur de ça ici et aujourd'hui. Donc en conclusion, un très 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 grand merci à Marc-André, pas uniquement à Marc-André, évidemment on a une relation personnelle, donc j'ai tendance à personnaliser, mais c'est à travers lui, la Fédération Biogé, l'ensemble des acteurs qui se bougent tous les jours, et je vous prie de croire que ce n'est pas simple, pour faire comprendre tout ça, tous ces enjeux, à des tout petits, comme à des très grands, je ne sais pas ce qui est le plus facile, et qui tout simplement sont des militants finalement, au très noble sens du terme, de l'éducation à l'environnement et de la promotion d'une société plus soutenable. Je crois que c'est ça le bon
le bon qualificatif. Et nous, modestement, humblement, mais tout aussi pétris de cet idéal, eh bien, on va essayer de contribuer ensemble à faire œuvre utile. Merci beaucoup. Homo sum et nihil humani ame alienum puto. C'est une phrase de Terence qui est assez connue et qui en gros veut dire « Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger, car étant humain, a priori, je sais tout de ce que je suis. » En fait, ce n'est pas si vrai. C'est vrai que chaque jour, nous sommes humains. Nous consommons. Ça veut dire notamment que nous mangeons. Ça veut dire qu'un flux de matière et d'énergie entre, une portion de biodiversité entre en nous, dans notre organisme, constitue notre chair et constitue notre énergie. Ça veut dire que nous sommes branchés sur le vivant, mais branchés par un flux, un vrai flux. Tous les jours, nous respirons. Tous les jours, nous avons des relations à d'autres humains, qui sont aussi une forme de vivant, et en particulier des relations qui peuvent être sexuelles, par exemple. Tous les jours, nous avons des gestes de consommation qui vont influencer des écosystèmes, influencer le milieu. Et si ce milieu est loin de nous, sans doute pas nous influencer directement, mais au moins y influencer ceux qui vivent là, et en particulier des hommes qui vivent là. Je ne sais pas si quand nous nous voyons humains, nous nous voyons comme en dépendance et en lien à la nature et au monde qui nous entoure, mais c'est un fait certain que nous le sommes. Chaque bouchée, chaque baiser, chaque moment où nous respirons, en témoigne. Et devant cette idée que cette humanité biologique est prégnante, on ne peut que s'inquiéter du déficit de conscience citoyenne ou de formation qui se cache derrière cela. Au primaire, nulle ambition à ce sujet. Nulle ambition, pas de programme. Dans le secondaire, 1 heure par-ci par-là jusqu'en seconde, et puis après plus rien. Plus de sciences de vie de la Terre, comme on les appelle. En fait, les générations suivantes naissent mutilées de ce lien à la nature et de ce qu'est l'humanité. Et non seulement elles naissent mutilées, mais en plus, celles qui sont aux affaires ont bien du mal à retrouver ce sens et ce lien. En fait, ça termine en un problème de citoyenneté. Tu l'évoquais, hein, quand il faut se vacciner et savoir ce que vaut un vaccin, les capacités d'analyse des uns et des autres sont limitées. La pertinence du port du masque, par exemple, bon, c'est pas toujours perçu. En termes de santé individuelle, nos conduites alimentaires sont ruineuses. Ruineuses non seulement pour notre santé, mais aussi pour le budget collectif ensuite, pour soigner les conséquences de ceux qui ont mal mangé. Et puis, je ne vous parle pas de la qualité des écosystèmes qui finit par retentir sur la qualité de vie des gens qui les habitent. En fait, quelque part, non seulement ça nous concerne nous individuellement, mais ça nous concerne collectivement, cette histoire-là. Et on a beaucoup parlé des fondamentaux dans la formation et dans notre vision de ce que c'est que penser d'être un homme au moment des élections, mais je ne sais pas ce que sont les fondamentaux, mais je n'ai pas entendu parler ni de la biologie, ni des sciences de l'environnement, ni des sciences de la Terre, et il me semble que sans incarner exclusivement ces fondamentaux, elles en font partie. Alors, si j'ai fait cette longue introduction, c'est parce que, en fait, cela explique comment certains d'entre nous se sont intéressés à fonder Biogé, et c'est la deuxième chose dont je voulais vous parler. C'est Biogé est né de ce constat que notre formation, notre connaissance des mécanismes, des opportunités des sciences du vivant et de la Terre n'était pas à la hauteur des enjeux citoyens et des grandes crises environnementales ou sanitaires actuelles. On s'est dit qu'il y avait là une boîte à outils qui dormait. Et tu parlais de réenchanter un peu la biologie. L'idée ici, ce n'est pas simplement de se cantonner à expliquer ce qui ne va pas, ce que souvent nous sommes amenés à faire, ce que trop souvent nous sommes condamnés à faire, mais réellement de montrer les possibles, de montrer que les sciences du vivant et de la Terre offrent des outils. Mais attention, dans la démarche de Biogé, il n'y a pas que l'idée de dire, il n'y a pas du tout même l'idée de dire que les sciences du vivant et de la Terre sauveront l'humanité. Il y a plutôt l'idée de dire que sans elles, l'humanité ne sera pas sauvée.
et que donc il faut entamer un dialogue interdisciplinaire autour de ces objets, autour de ces problématiques. Et vous verrez dans ces journées qu'il n'y a pas que des biologistes, il n'y a pas que des géologues, il n'y a pas que des techniciens qui parlent. Nous aurons des philosophes, nous aurons des architectes, enfin, nous aurons tout le monde. Et puis on aura vous qui êtes dans la salle, parce que la question est de savoir où retrouver le lien aux citoyens, comme tu l'indiquais, là-dedans. Donc Biogé, c'est vraiment l'envie d'une interdisciplinarité pour réenchanter les sciences du vivant et de la terre comme des outils. Et nous arrivons à Rouen. Alors là, merci Nicolas d'avoir d'emblée, dès la première fois où on a évoqué ce projet d'inscrire dans la durée des rencontres autour des sciences du vivant et de la terre, incarnées dans un territoire, d'avoir tout de suite suivi et d'avoir soutenu avec la ville et la métropole, ainsi que l'ensemble de ces services que je salue au passage, j'en vois ici et là, qui sont parmi nous, d'avoir soutenu ce projet. Un projet qui doit aussi à quelques sponsors, comme le Muséum, Séché Environnement, et puis la Société botanique de France. Un projet qui, cette année, est centré sur la nature et la ville, mais le thème sera tournant, mais la nature et la ville, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire sans des spécialistes. Et là, je voudrais remercier tout particulièrement mon collègue du Muséum, Philippe Clergeau, qui a été la pensée de l'organisation de cette partie des rencontres. Alors, je dis partie des rencontres parce que il faut bien comprendre que ces premières rencontres du vivant et de la terre, c'est non seulement les 2 jours que nous allons avoir dans cette salle, mais il y a aussi une exposition du Musée national de l'éducation qui se trouve par chance à Rouen et qui nous a proposé une exposition sur la nature et la ville. C'est aussi des balades en ville dimanche pour aller vraiment à la rencontre des gens et essayer d'extraire du paysage une nature qui est présente sans qu'on la voie et des fonctions de la nature qui sont présentes sans qu'on les voit. C'est aussi une projection ce soir du film Le Chêne, en présence d'un des réalisateurs et d'une scientifique de l'INRA. Et puis, c'est également des expositions photographiques sur la nature en ville que vous avez peut-être vues ici et là dans Rouen. C'est donc une manifestation protéiforme. Nous l'avons déclinée grâce à Paris-Normandie dans la presse locale et vous avez trouvé le supplément qui est paru dans l'IB mardi dernier qui nous a permis de décliner ces idées et ce programme à la fois de la nature en ville mais aussi des sciences du vivant et de la terre comme outil pour l'avenir et un avenir meilleur. Nous l'avons décliné aussi au niveau national. Alors, je voudrais juste dire un dernier mot dans ce qui va se passer sur la soirée de samedi où je serai en compagnie d'Isabelle Autissier et non pas de Gilles Clément qui a été empêché de venir, mais de Francis Allais. Et nous clôturerons par une discussion avec vous qui serez là, j'espère nombreux, sur des sujets liés à la nature et la ville et plus large si vous le souhaitez. Pour le colloque qui nous intéresse, il y aura 3 actes. Nous allons ce matin voir un petit peu qu'il y a de la nature en ville. Cet après-midi, on va voir quelle fonction elle accomplit. Et demain, l'après-midi de demain sera consacré à dire quelle fonction demain on pourrait accomplir avec plus de nature. En fait, l'idée, c'est que la nature est une belle au bois dormant de la ville. C'est une belle au bois dormant de la ville parce qu'elle est là, mais comme on ne l'a pas prise en main, elle n'exprime sans doute pas tous les outils qu'elle pourrait exprimer demain au service du bien-être citoyen. Et ça, c'est quelque chose d'important. On verra toutes les fonctions, je ne vais pas les lister toutes, je pense qu'il va être temps de passer dans le vif du sujet. Mais moi, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance, en plus que d'une admiration personnelle, parce que pour le coup, on a besoin que des gens formés comme scientifiques sortent de leur tour d'ivoire et aillent vers la société pour amener ça dans le concert des disciplines qui construit l'avenir. Donc je voudrais, outre cette expression sincère d'estime, Nicolas, vraiment remercier l'ensemble des équipes qui, à Rouen, nous ont permis de faire ça, parce que pour nous, c'est un espoir qu'un jour, nous soyons inscrits, alors ça va se développer à la vitesse où ça se développera, mais nous soyons inscrits comme un événement qui est un événement où l'on vient s'informer sur ce qu'on peut faire de mieux demain avec les outils, alors j'allais dire des sciences du vivant et de la terre, mais en fait, je devrais dire de nos impôts. Parce que c'est ça qui a payé ces connaissances et ces savoir-faire. Et je voudrais terminer là-dessus, sur l'aspect savoir-faire. Aujourd'hui, on pense trop à des sciences hyper exactes pour l'avenir. Des sciences qui permettent de calculer la vitesse d'un objet qu'on a lancé du haut de la tour de la cathédrale de Rouen et qui va s'écraser sur le parvis. On peut calculer à quelle vitesse il va s'écraser sur le parvis et à quelle heure. Et ça sera vrai ou faux. Mais nos vies ne sont pas faites de vérité et de fausseté. Elles vivent dans le complexe, dans le flou, dans la décision sur le probablement jouable, probablement faisable.
Et cette navigation dans la complexité, dans l'inexact, mais l'inexact maîtrisé, eh bien, c'est un des apports méthodologiques des disciplines du vivant et de la terre. Homo sum et humani nihil ame alienum puto. Eh bien, dans les choses qui sont humaines et qui ne doivent pas vous échapper, il y a cette idée majeure que l'homme vit dans la nature et que c'est même vrai en ville.